je m'intéressais beaucoup à la question des assurances sociales. Et c'est comme ça que j'avais fait savoir à M. Lesage que j'étais disponible. Alors, il m'a donné un mandat qui était assez général de travailler à la conception du régime de rente et de travailler avec un comité qui avait été créé sous la présidence d'un avocat, Maître Dupont. Nous nous sommes mis au travail et les échéances sont apparues tout à coup beaucoup plus courtes qu'on le croyait, parce qu'à Ottawa, le gouvernement venait de changer. Le premier ministre, ou Lester Pearson, venait d'être élu. Et dans le programme des libéraux à Ottawa, il y avait la mise en place d'un régime de pension pan-canadien, un régime de pension pour l'ensemble du pays. Alors, il a fallu accélérer ici les travaux et pour préparer un projet québécois. C'était assez vague là, comme paramètre, disons. Alors, j'ai été appelé à concevoir ce projet-là avec un minimum de ressources. Malgré tout, on a réussi à produire un rapport qui donnait là, la structure de ce qui est devenu le régime de rente du Québec, tel qu'il existe encore d'ailleurs aujourd'hui. On s'est donc trouvé dans une situation où vous aviez d'une part un projet pour l'ensemble du pays, vous aviez d'autre part le projet pour le Québec. Et la ministre responsable à l'époque, Mme Lamarche, était complètement contre toute idée d'un régime de pension du Canada qui exclurait le Québec. Alors, il y a eu là, vraiment un deadlock. Et d'ailleurs, un certain nombre d'autres questions avaient créé... il n'y avait pas eu d'entente, en d'autres termes, sur les autres sujets. Alors, au lendemain de la conférence, le premier ministre Lesage et Pearson se sont parlé discrètement et on dit est-ce qu'on pourrait essayer de voir s'il pourrait y avoir un déblocage. Si on pouvait s'entendre sur la question des pensions, je pense bien qu'on pourrait s'entendre sur la plupart des autres questions. Alors, discrètement, on m'a demandé de me rendre à Ottawa en compagnie de Claude Morin, qui était le sous-ministre des Affaires fédérales provinciales à l'époque, pour voir s'il y avait possibilité de trouver un arrangement. Et on a engagé des discussions. Et finalement, on a trouvé un terrain qui nous apparaissait un terrain d'entente. Évidemment, le fédéral aurait bien aimé qu'on intègre son régime et qu'on aménage peut-être une ou deux modalités un peu différentes pour le Québec. Mais on a tenu à ce que nous ayons notre propre régime. Et finalement, l'entente qui a été conclue, c'est de faire deux régimes semblables dont les dispositions seraient analogues, où les travailleurs pourraient obtenir des crédits. Si un Québécois allait travailler à l'extérieur, il pourrait obtenir des crédits et en revenant au Québec, que ces crédits-là soient transférés et vice-versa. Et on a obtenu aussi, et ça c'était un point extrêmement important, que ce régime de rente soit financé par des cotisations qui accumuleraient une caisse de retraite. Alors, on a réussi à convaincre le fédéral également de prendre cette voie, même s'il y a eu certains accommodements sur le niveau de la caisse, mais c'est le principe qui a été retenu. Et ce qui a permis, en passant, de créer la Caisse de dépôt. Sans le régime de rente du Québec, il n'y aurait pas eu de Caisse de dépôt à l'époque. Alors, les enjeux étaient très élevés. Et là, Lesage m'a demandé de monter la Régie des rentes.
mais je ne voulais pas faire, je ne me voyais pas dans ce rôle-là, alors j'ai accepté de le faire pendant quelques semaines en attendant qu'un président permanent soit nommé. Et heureusement, on avait eu la bonne fortune, le gouvernement avait eu la bonne fortune de trouver Robert de Coster, qui est devenu le premier président et qui a fait un excellent travail. Le premier ministre Lesage m'avait demandé, suite aux travaux sur le régime de rente, la loi sur le régime complémentaire, de monter une documentation sur l'assurance maladie. Nous avions au Québec l'assurance hospitalisation, mais les soins médicaux, les médicaments, tous les soins hors de l'hôpital n'étaient pas couverts. Et ce qui créait énormément de problèmes. Et notre système de santé n'existait pas comme système. Vous aviez des médecins en pratique privée, vous aviez des hôpitaux qui avaient été développés pour la plupart par des communautés religieuses et quelques groupes communautaires. Et vous aviez des unités sanitaires, mais tout ça, il n'y avait aucun lien entre tous ces morceaux-là. Et c'était clair qu'à plus ou moins court terme, l'assurance maladie, la couverture des soins médicaux deviendrait une priorité. Alors, on m'avait demandé de monter une documentation sur la question et avec un petit comité que j'ai présidé. Au moment où on a terminé ce travail-là, le gouvernement Lesage allait en élection, l'élection de 1966. Mais j'avais remis mon rapport avant l'élection. La première chose que Daniel Johnson m'a demandé, c'est si j'accepterais de travailler avec son gouvernement. Et comme j'étais un conseiller, je n'étais pas attaché de façon politique là, à aucun parti, j'ai dit oui. D'ailleurs, je lui ai mentionné à ce moment-là que j'étais un conseiller et non un fonctionnaire. Il m'avait demandé comment je voyais la situation et qu'est-ce que je croyais qui devait être fait. Alors, j'étais bien conscient de ce qui s'était fait dans le domaine de l'éducation. La commission parents terminait à toute fin pratique ses travaux ou est encore en voie de compléter ses travaux. Et il me semblait que dans le domaine de la santé, un bon travail de réflexion, d'analyse, et aussi d'interaction avec la population et tous les corps, les groupes intéressés étaient nécessaires. Alors, je lui ai recommandé de créer une commission d'enquête comme un peu sur le modèle de la commission parents. Il ne m'en avait pas discuté avec moi. Et comme j'étais vu comme un jeune plutôt près du Parti libéral, étant donné les travaux que j'avais faits, il s'était assuré de contrebalancer les influences que je pourrais avoir par des influences plus conservatrices au sein de la commission. Et une autre chose dont il ne m'avait pas parlé, c'est qu'il avait ajouté au mandat tout ce qu'on appelait le bien-être social à l'époque. Alors, ça comprenait tout le domaine des services sociaux et ça comprenait aussi toutes les mesures d'aide financière, allocation familiale, sécurité, aide sociale, toute la question de la sécurité du revenu. Ça faisait un mandat extrêmement vaste. En gros plan, dans le domaine de la santé, il nous apparaissait nécessaire de transformer ce qui était, ou établir un cadre pour que ça devienne un système de santé. Et avec des hôpitaux d'enseignement, des hôpitaux généraux et spécialisés, une organisation des soins de première ligne. Et c'est là que nous avions développé le concept des CLSC. Et comme nous avions aussi le mandat de nous intéresser, d'étudier la question des services sociaux,
on a vu l'importance d'établir une jonction entre les services de santé et les services sociaux au niveau de la première ligne. On croyait nécessaire aussi de régionaliser l'organisation des services de santé. On ne pouvait pas avoir un peu partout des hôpitaux spécialisés. Il fallait plutôt essayer, dans des grandes régions, avoir une certaine organisation des services autour d'un hôpital universitaire pour une plus grande région, autour d'hôpitaux spécialisés dans une plus petite région, et avec les autres ressources pour les soins prolongés, les soins de première ligne. Mais en même temps qu'on avait conçu l'idée des CLSC, moi, il m'apparaissait important de faire en sorte que les médecins puissent continuer de fonctionner en cabinet et en clinique s'ils voulaient s'organiser en clinique. Il m'apparaissait bon qu'il y ait une certaine concurrence et certaines comparaisons qui puissent s'effectuer. Et aujourd'hui, on a encore la même dualité et je crois que c'était bon qu'on conserve ça. Personne ne l'a jamais remis en doute. Alors, ça, c'était un autre aspect, là, parce qu'il y avait des pressions syndicales pour qu'on transforme les médecins en des employés de l'État ou des employés du système, comme les infirmières, comme les autres travailleurs. Et on n'a pas cru que c'était la voie à prendre. On a développé aussi, pour remplacer les unités sanitaires, le concept de département de santé communautaire. Il nous apparaissait de plus en plus important de voir la santé d'une façon beaucoup plus large, s'intéresser aux questions d'habitudes de vie, s'intéresser à la prévention de différentes habitudes comme le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Et l'éducation sanitaire, et le faire non pas uniquement par des petites unités, mais le faire à partir d'une structure régionale, les départements de santé communautaire. On a aussi voulu établir les règles d'un financement des hôpitaux qui donnerait, même s'ils étaient financés par des fonds publics, qui leur donnerait un certain niveau d'autonomie. Lorsque je suis arrivé, moi, au gouvernement en 1970, les budgets des hôpitaux étaient à toute fin pratique déterminés par des fonctionnaires du ministère et c'était vérifié après coup. Et c'était un processus extrêmement long, lourd, et qui privait les hôpitaux de leur autonomie administrative. Alors, on a introduit le concept d'un budget global. En gros plan, je dirais que c'est ce qu'on a fait du côté santé. Enfin, on avait étudié la question de la sécurité du revenu. Il y avait donc ici un régime d'allocation familiale qui avait été mis en place. Il y en avait un à Ottawa, il y avait des problèmes de concordance, il y avait le régime de rente, il y avait la pension de vieillesse, et ces choses-là avaient été conçues dans une certaine mesure comme des pièces distinctes. Dans notre rapport, on préconisait une intégration de ces mesures pour qu'on ait un système de sécurité de revenus et non pas uniquement des pièces disparates. Et évidemment, ça demandait, pour que ça fonctionne, une collaboration étroite avec le gouvernement fédéral et même au besoin un transfert de certaines mesures du gouvernement fédéral vers le Québec ou les provinces. On examinait pour la première fois, en fait, aussi dans ce rapport, le concept du revenu minimum garanti. C'était clair que l'assistance sociale nécessaire, d'une part, avait contribué dans bien des milieux au Québec à la perpétuation de la dépendance et de la pauvreté. Et comme bien d'autres, on croyait qu'il serait possible de développer un système qui inciterait plutôt les gens à s'engager dans le marché du travail et sortir de ce cycle-là de pauvreté et de dépendance. Au moment des travaux de la commission d'enquête sur la santé, le critique de l'opposition en matière de santé, c'était Robert Bourassa.
Alors, à tout bout de champ, il m'appelait pour avoir de l'information et je devais lui en donner comme on en donnait au parti, au ministre de la Santé ou aux députés qui voulaient avoir de l'information. On leur transmettait dans la mesure où on l'avait. Et c'est là que j'ai connu Bourassa pendant ces années-là. Et je demeurais ici à Québec, dans le comté de Louis-Hébert, qui était représenté par Jean Lesage. Lorsque l'élection a été déclenchée par Jean-Jacques Bertrand au mois d'avril 1970, Robert Bourassa venait d'être élu une couple de mois avant comme chef du parti. C'était presque une évidence qu'il fallait s'organiser pour que l'assurance maladie soit mise en place, peu importe qui serait le gouvernement élu. Alors, Bourassa m'a contacté et m'a demandé si je serais intéressé à me présenter à cause de cette question-là, et aussi en argumentant que si je me présentais, j'avais une bonne chance de mettre en place le rapport de la commission que je venais de présider. Et on savait que dans le passé, un certain nombre de ces rapports-là avait pris le chemin des oubliettes. Alors, il y avait un argument assez fort là, à mon endroit. Et Jean Lesage m'a convoqué et il venait d'annoncer son désir là, de se retirer de la vie politique. Il ne voulait pas se présenter à l'élection de 1970. J'étais dans son comté. Il m'a rappelé qu'il m'avait rendu un service sur le plan professionnel lorsqu'il m'avait confié le premier mandat sur le régime de rente du Québec. Et il m'a demandé de me présenter, d'autant plus qu'il y avait un peu de bisbille dans l'association du comté, et il voudrait que ma succession dans le comté de Louis-Hébert se fasse de façon positive, correcte. Et je vous demande de vous présenter. Alors, entre Bourassa et lui, ça m'apparaissait un peu difficile de dire non. Alors, je leur ai demandé quelques jours de réflexion. Et finalement, après en avoir discuté avec ma femme, j'ai décidé d'y aller. Mon épouse était la fille d'une personne qui a fait carrière dans la politique. Le docteur Fauteux, qui était député, il était député ici à l'Assemblée nationale. Il était député à Ottawa, président de la Chambre à Ottawa. Alors, dans son enfance et sa jeunesse, elle a vécu dans une famille où le père était plus souvent qu'autrement absent. Et évidemment, pour elle, c'était quelque chose qui a été très difficile à vivre dans son enfance, dans sa jeunesse. Elle ne voulait pas imposer ça à nos enfants. Alors, on avait convenu que j'irais pour 4 ans. Et c'est ce que j'ai dit à Bourassa. J'ai dit, je vais y aller pour un terme. Au bout de 4 ans, si vous êtes en bonne posture pour être réélu, bien, je pourrais quitter, ce ne sera pas trop difficile. Mais si les choses ont mal tourné et que vous êtes en mauvaise posture, je quitte pareil. C'est entendu, là, à l'avance, dans 4 ans, je m'en vais. Alors, il a dit très bien, correct. Et c'est comme ça que je me suis présenté dans Louis-Hébert. Je savais, par tout ce qu'on avait vu et entendu, que ces deux ministères-là, que le gouvernement de Daniel Johnson voulait éventuellement fusionner. À partir du moment où ils ont su qu'ils pourraient être fusionnés, c'était presque la guerre ouverte entre les deux, parce que chacun se voyait menacé par sa contrepartie dans l'autre ministère. Alors, dès le gouvernement a été formé le 30 avril, on était assermenté vers le 10 mai, et la première session a eu lieu au mois de juin pour adopter un budget. Et j'ai fait adopter dès le mois de juin la loi
fusionnant les deux ministères et la loi sur l'assurance maladie. Alors, on a travaillé d'arrache-pied parce que dès la fin de juin, ces deux lois-là étaient adoptées. Alors, il a fallu les rédiger, les préparer, et on s'est mis pendant l'été en marche sur l'intégration des deux ministères, et on a commencé à préparer les négociations avec les médecins pour que le régime d'assurance maladie prenne effet le plus rapidement possible. La négociation avec les médecins n'a pas été facile parce que l'arrivée de l'assurance maladie signifiait à toute fin pratique la fin d'une ère, là, de l'ère de la médecine libérale, là, où les médecins étaient rois et maîtres, faisaient un peu ce qui leur semblait. Alors, même si on maintenait le statut de professionnel des médecins, leur liberté de procéder ou de pratiquer comme soit librement dans un cabinet ou dans un CLSC ou à l'intérieur des hôpitaux, il n'y en demeure pas moins que pour eux, c'est un changement profond. Ils le savaient, ils savaient que ça serait suivi par d'autres étapes et fort probablement que le cadre autour de leur pratique viendra se préciser, peut-être même se refermer quelque peu. Il y avait aussi un autre problème qui, lui, n'apparaissait pas dans le débat public, mais qui était très présent. C'est que les médecins, plusieurs médecins, évidemment, qui recevaient leurs honoraires comptants, ne tenaient pas tous des comptabilités trop rigoureuses et craignaient qu'à partir du jour où leurs honoraires deviendraient connus, parce que payés par la Régie de l'assurance maladie, on pourrait faire la comparaison entre leurs nouveaux revenus et ceux qu'ils avaient déclarés. Et il y avait la frousse qu'on parte en guerre et qu'on aille chercher les impôts dus pour le passé. Alors, j'avais obtenu, étant donné que c'était déjà un défi assez important de faire passer de la médecine libérale à l'assurance maladie, qu'on ne s'engage pas dans ce genre d'opération-là. Et on a réussi à engager un dialogue assez correct avec les médecins omnipraticiens. Et on a pu, au cours de l'automne, en venir à une première entente. Alors ça, c'était assez rassurant parce que là, au moins, on savait qu'on avait la présence de médecins qui s'engageaient dans l'assurance maladie. Les médecins spécialistes, eux, ont choisi, il y avait un président qui était très militant, qui était un communicateur assez spécial, Dr Robillard, ont choisi de s'orienter vers la grève, malgré tous les efforts qu'on a fait de négocier avec eux. Ils ont essayé de passer par-dessus moi et de négocier directement avec le premier ministre. Ils ont tout fait. Heureusement, le gouvernement, j'ai eu l'appui du gouvernement et les médecins n'ont pas pu nous faire céder sur ce qui nous apparaissait l'essentiel. Et ça a conduit à une grève des médecins spécialistes, une grève généralisée. Et un bon nombre de médecins spécialistes ont quitté le Québec temporairement, une drôle de manœuvre de leur part, mais pensant qu'étant hors des frontières du Québec, la législation qu'on pourrait faire adopter pour les ramener au travail ne les rejoindrait pas. Alors, la grève a duré un certain temps. Maintenant, l'issue de la grève, ça s'est terminé d'une façon assez inattendue. C'est que pendant que les médecins spécialistes étaient en grève, il y a eu l'enlèvement de James Cross, d'une part, il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte, d'autre part, et il y a eu l'état de crise qui s'est développé, et il y a eu
la loi des mesures de guerre. Alors, au moment où les médecins spécialistes étaient en grève, il y avait une situation là, au plan politique et social très tendue au Québec. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont fait comprendre aux médecins que ce n'était pas le temps d'être en grève. Mais ils ne sont pas revenus de leur propre chef. Il a fallu faire adopter une loi par l'Assemblée nationale leur ordonnant de revenir au travail. Et ils ont hésité quelque peu. On leur a donné quelques jours. Ils ont hésité, mais finalement, ils se sont ramenés au travail. Alors, c'est comme ça que cette grève-là s'est terminée.